Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous. Merci pour la fidélité permanente. Comment faire redorer à l'école béninoise ses lettres de noblesse? Les autorités au plus haut niveau, en première position celle du système éducatif, misent gros sur le corps enseignant. À raison, l'expérience des ACE, agents contractuels de l'État, puis celle des vacataires. Ces formules ayant toutes montré la limite, le Bénin expérimente depuis peu la formule dite innovante des aspirants à la fonction enseignante. Déjà 2 ans d'expérimentation avec à l'aune de la nouvelle rentrée scolaire, nécessaire de maintenir le cap ou de revisiter certains paradigmes. Sujet au menu de votre émission du jour. 2 enseignants en notre compagnie, un aspirant et l'autre agent contractuel de l'État. Ce sera autour du thème l'aspirana, le réveil de l'école béninoise, enfin acté. À ma gauche, monsieur Ganiou Ayinde, aspirant, il est l'organisateur général de la Fédération des collectifs des aspirants. Ganiou Ayinde, bonjour à vous. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Tout plaisir pour moi. Le plaisir est partagé. En face de vous, monsieur Jean-Eudes Tomawa. Il n'est plus à présenter, même si ça fait un moment par ici, agent contractuel de l'État. Il est professeur de mathématiques. Monsieur Jean-Eudes Tomawa, bonjour. Monsieur Joël, bonjour. Merci de répondre aussi à notre invitation. C'est un merci partagé. Oui, vous l'avez constaté, mesdames, messieurs, un saut au niveau du système éducatif avec le plateau du jour. Les aspirants, depuis peu, ça donne beaucoup de la voix. Pourquoi? On en saura un peu plus. Mais à l'aune de la nouvelle rentrée, que peut-on retenir en termes d'acquis avec cette réforme? La question, je vous la pose, monsieur Ganiou Ayinde. Merci. Avant de répondre à votre question, vous me permettrez de vous dire que c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur vos plateaux et en même temps une immense responsabilité. Parce que quand vous portez la voix de 20 000 personnes, pratiquement, 20 000 personnes préoccupées, stressées, désorientées par la précarité dans laquelle elles se retrouvent, il a de quoi donc... quand vous parlez en leur nom, de le faire avec la responsabilité qui requiert, enfin, qui s'y est en la matière. Et j'espère, au cours de cette émission, trouver les mots donc, pour me faire comprendre par vos téléspectateurs et par nos décideurs. Merci. Okay. Bon, on l'espère pour vous. Merci donc pour la disponibilité. Alors oui, en termes d'acquis, Aspirana, pour une école plus novatrice, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Oui, en termes d'acquis, déjà, le programme d'Aspirana, c'est un programme qui a permis à ce que les ex-vacataires qui intervenaient dans le système puissent rentrer dans un nouveau processus. Vous saviez, entre-temps, avec la vacation, le recrutement se faisait parfois avec beaucoup de complaisance. On prenait tel parce que c'est l'ami de tel, on ne tenait pas compte forcément des profils. L'ex-vacataire était partagé entre plusieurs collèges, avec le risque d'accident, et avec le système également, donc des perceptions où il fallait faire plusieurs kilomètres pour aller percevoir un jour 12 000, l'autre semaine 18 000, etc. Aujourd'hui, le programme d'Aspirana permet déjà de concentrer les enseignants dans un seul établissement, ce qu'on appelle, on a tout le temps appelé la sédentarisation. Autre chose, il y a l'aspect de la bancarisation, de sorte que l'enseignant n'est plus en plein milieu de la semaine, on l'appelle pour dire vous avez été programmé pour prendre vos émoluments, tel jour, vous laissez tomber les cours, vous courez pour aller chercher. Aujourd'hui, vous attendez et quand la date vient, vous allez à la banque comme tout le monde prendre vos sous. Je crois que sur ces aspects, ne serait-ce que ces aspects, nous avons fait un pas
qualitatif. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, même si nous avons beaucoup de griefs que nous nourrissons à l'encontre de ce système-là, il faut avoir la responsabilité de dire ah oui, nous sommes partis d'un point A, nous sommes à un point A plus 1, et puisque nous sommes tous préoccupés par l'amélioration du système éducatif, il va de soi que nous puissions reconnaître les apports que ce système-là nous donne en termes de satisfaction. Il y a la question du contrat. La question du contrat, entre-temps, il n'y avait pas de contrat en tant que tel, donc selon qu'il y ait des jours fériés, des congés, le lèse vacataire n'était pas payé aujourd'hui avec le système de contrat. Quand même il y a les congés, vous êtes payé. Nous reviendrons donc sur chacun de ces aspects-là pour relever certainement ce que nous pouvons reprocher à ce système qui, à l'origine, l'idée en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Si on peut prendre en considération toutes les observations que nous faisons, et nous n'avons pas manqué de les faire, ces observations, depuis 2 ans. Même la dernière fois, nous étions au CNE. On y reviendra. Oui, en termes d'acquis, visiblement, il y en a, oui, Jean de Tomawa, et qui est appelé à côtoyer régulièrement ce corps, considéré déjà par des autorités comme un corps d'élite, si on y apporte tout ce qu'il faut. Comment se fait le travail? Avec quel regard vous observez tout ceci? Un peu de regret aussi pour n'avoir pas fait partie de ce corps aujourd'hui? Non, le corps n'offre pas toutes les garanties qu'il faut, donc il n'y aura pas de regret. Mais nous avons pris par la vacation aussi. Nous savons ce qu'on appelle la vacation avant d'être agent contractuel de l'État et baptisé bientôt, ou il y a 1 an ou 2 ans, agent contractuel de droit public de l'État. Bon, c'est la même chose, c'est la dénomination qui a seulement changé. Sinon, c'est quand même un atout pour le système de fidéliser les enseignants par établissement, même si les quotas sont peut-être à compléter dans un autre établissement ou dans un 3e établissement, 2e ou un 3e, mais c'est des cas rares parce que quelqu'un qui devait effectuer ses 28 heures était obligé de venir faire les 12 heures restantes quelque part et venir compléter peut-être 20 heures ailleurs ou bien encore 12 heures quelque part, mais maximum 3 collèges. Bon, le cas dans le littoral n'est pas aussi alarmant. Si c'est le cas dans les autres départements, la distance entre les collèges elle est énorme. Donc ça peut agir aussi sur les performances. Ça veut dire quoi? Ce que nous refusons avant et nous appelons de tous nos voeux, même si ce n'est pas le nom qui changeait, si c'était les vacataires qu'on devait même encore les appeler, qu'on les sédentarisait, qu'ils restent fixes. Ça permet au système de gagner. L'individu en lui-même capitalise sur sa santé et est plus disponible à dispenser l'enseignement. Le reste, on va regarder la qualité de ces prestataires-là. Et même beaucoup sont parmi eux bons. Pourquoi? Parce que ils étaient des anciens vacataires et beaucoup aussi étaient anciens vacataires qui ne sont pas reconduits dans ce système d'aspirants-là, malgré que leur performance au test était meilleure. Mais le nombre que veut l'État, l'État atteint sa limite. Ça veut dire quoi? Si vous êtes 100 à être bon, moi j'ai besoin de 50, je prends 50, donc les 50 restants sont là. On peut dire qu'en termes de prestations, on peut se frotter les mains. Oui, en termes d'idées. Maintenant, la mise en application, c'est aussi des choses à reprocher à ce qui se fait actuellement. Mais en termes de conception, de la sédentarisation, c'est déjà un avantage énorme. Le reste, ce qu'il a souligné sur la non-stabilité des enseignants, parce qu'on va vous dire que telle perception est prête pour vous payer, telle perception parce qu'on doit, ça là, c'était un défaut d'arrimage de nos responsables, de nos autorités qui, je ne sais, moi je me pose toujours la question pourquoi on les paye. Parce que quand vous êtes quelque part, il faut réfléchir, innover et rendre la chose performante pour que ceux qui bénéficient de ces prestations se disent aussi que ah non, telle personne à leur poste, ils font bien. C'est tout. C'est ce qui posait ce problème-là. Sinon, l'enseignant n'a même pas besoin de bouger. C'est le même État qui paye. C'est la perception. La perception relève. Maintenant, on dit que tel collège relève de telle perception, tel collège relève de telle perception. Et l'enseignant est obligé de parcourir, de faire des tours entre les perceptions pour percevoir ces évolutions. Parce qu'étant vacataire, a fait 12 heures quelque part, a fait 8 heures quelque part, ainsi de suite. Mais
j'ai toujours dit que ce système d'aspirana ne doit même pas tuer des professeurs honoraires. On devait toujours avoir des professeurs honoraires dans le système. C'est bénéfique pour le système. C'est bénéfique pour le système. Heureux d'apprendre qu'il y a eu des avancées, qu'il va falloir pérenniser et ajouter peut-être d'autres éléments. Vous le disiez, des griefs, il y en a aussi. Si on doit les apprécier. Alors, des griefs, il y en a énormément. Énormément parce que, vous savez, lorsque vous êtes dans un système où l'État, pour s'assurer de ce que le profit de ceux qui interviennent dans le système est le bon. Parce qu'il y avait pendant longtemps des gens qui avaient fait sociologie, qui enseignaient le français. Désormais, pour prendre part au test, il faut avoir un certain profil. Et ça c'est la même chose dans d'autres matières. Donc, l'État, en s'assurant du bon profil des enseignants intervenants donc dans le système, a lancé les tests. Lorsqu'on fait ces tests-là, et que on déclare à travers des PV des gens admis, c'est-à-dire que il y a la phase donc, de proposition des épreuves, la phase de composition, la phase de délibération, etc. Et que quelques mois plus tard, que le même État qui avait déclaré ces personnes, ces collègues-là admis, reviennent sur sa décision pour dire en fait, dans ceux que nous avions déclarés admis, il y avait quelques-uns ou certains qui n'avaient pas atteint le seuil de moyenne. Vous vous demandez quelle crédibilité accorder à ce genre de propos. Parce qu'on pouvait dire, écoutez, nous voulions 100 professeurs. À l'issue des tests, nous en avons 50. Il y a donc à trouver les moyens pour compenser le gap. Et dire à ceux-là, à qui on fera appel, que vous n'avez pas atteint le seuil de la moyenne, les utiliser en attendant que les dispositions soient prises pour organiser d'autres tests et trouver d'autres compétences complémentaires. On déclare des gens admis. On sort des PV. Et on revient quelques mois après pour dire à ces individus qu'ils n'avaient pas atteint le seuil de moyenne. Et dites-vous, l'année dernière, on a attendu 3 mois. Enfin, on a attendu 3 jours. On était à 3 jours de la rentrée quand l'autorité a rendu public une nouvelle liste de ceux qui étaient vraiment dans la base de données. C'est-à-dire qu'on a fait une année avec tout le monde. Et l'école n'est pas tombée pour autant. On revient l'année suivante, alors que tout le monde s'attendait à ce que les gens soient reconduits. On attend 3 jours. On a eu quasiment 3 mois de vacances. On pouvait prendre la décision en début même si c'est une bêtise, on pouvait prendre la décision en début des vacances. Pour que chacun, les collègues soient préparés. On attend 3 jours. Alors que les gens ont dit, voilà, je suis déjà dans le système d'Aspirana, ils ont renoncé à des engagements ailleurs. Ils n'étaient pas tout préparés. Et on le balance à la figure, vous n'êtes pas dans la base. Et c'est ainsi qu'on a sorti des milliers de nos collègues qui étaient sur le terrain la première année d'expérimentation. On a fini par comprendre que la stratégie était que finalement, on a voulu rétrécir la masse salariale. C'est pour cela qu'on a agi ainsi. Sinon, lorsqu'on a attendu 3 jours de la rentrée pour sortir cette décision-là, pour sortir nos collègues, la mesure trouvée automatiquement, c'est d'augmenter, de grossir le quota horaire. C'est-à-dire, on est passé de 20 heures et de 22 heures à 30 heures. C'était inimaginable. Jusqu'à la fin de l'année. Non, quand on a dit ça, on passait donc de 20 heures, 22 heures à 30 heures en toute illégalité. Parce que l'arrêté qui établit le quota horaire, l'arrêté 69 du 27 novembre 2019 est toujours en vigueur jusqu'à l'heure où nous vous parlons. C'est-à-dire que l'État prend une décision en toute illégalité. Jusque-là, ça n'a pas été révisé. On impose. Et ça a créé une forme de contestation. Et ça nous a conduit au palais, voir le chef de l'État avec les centrales syndicales. Et au cours de cette séance, il a été dit que personne ne sera laissé sur le carreau. Ouais, on se rappelle. Finalement, cette promesse-là, de ce que personne ne sera laissé sur le carreau, n'a pas été tenue parce que la plupart de nos collègues n'ont pas été repêchés. Ils sont restés à la maison
des gens, des pères, des mères de famille qui ont des charges, à qui l'on a dit à 3 jours de la rentrée, alors qu'ils avaient renoncé à tellement d'engagements. Voulez-vous dire que l'année a été bouclée ainsi? L'année a été bouclée ainsi et les 30 heures, ils ont trouvé les stratagèmes et à la fin, les gens se sont retrouvés à 26 heures, 28 heures, 29 heures, 30 heures par endroit. Pour l'année qui s'est achevée pour l'année qui vient de s'achever. C'est-à-dire que dans ces conditions, quand on conteste ce genre de décision, les gens pensent que c'est parce que il n'y a pas eu une compensation financière. Non, c'est pas vrai. Pour la performance dans le système éducatif, il faut pas les spécialistes qui ont défini 20 heures, 22 heures, et pour les ACE, les permanents, c'est 18 heures, 20 heures. Ceux qui ont défini ces quotas horaires ne l'ont pas fait sous un coup de tête. C'est parce que c'est une profession tellement sensible que le cours démarre avant la classe, se poursuit dans la classe et s'achève après la classe. L'enseignant qui doit être performant en classe prépare correctement ses fiches. Ça, c'est avant la classe. Il vient exécuter. Il évalue. Il vérifie si les savoirs dispensés sont bien... Enfin, il y a une bonne réception au niveau des apprenants. Et ce n'est qu'après ça qu'il revient. Quand il sent que tout n'a pas été assimilé, il vient remédier. Donc, c'est une chaîne. Il ne faut pas juste voir les 20 heures, les 18 heures exécutées par semaine. Il faut voir tout le travail qui est fait en dehors de la classe. Et malheureusement, nous avons des spécialistes qui vous disent en off, ce n'est pas faisable cette histoire-là. Vous ne pouvez pas être performant dans ces conditions, mais quand ils sont devant l'autorité, des inspecteurs, des conseils pédagogiques, ils soutiennent voilà, ce qui est proposé. On a vu l'autorité elle-même vous dire que les gens laissés sur le carreau seront ensuite appelés. Donc l'autorité est dans la logique de la normalité. Lorsque la parole n'a pas été respectée, est-ce qu'il y a eu un retour à l'autorité? Il y a eu un retour. Vous savez, nous avons tellement... On a travaillé, puisque nous n'avons pas qualité à nous mettre en syndicat. Ce sont des collectifs. Donc, nous travaillons en collaboration avec tout ce qu'il y a comme centrale syndicale. Nous avons été tellement de fois au CNE, même la dernière fois pour l'évaluation du processus du projet de l'Aspirana, du programme de l'Aspirana. Moi, par exemple, avec d'autres, nous étions au CNE pour évaluer avec d'autres directeurs départementaux, etc. Nous avons dit les griefs que nous faisons. Nous ne sommes pas dans la logique de dire l'Aspirana n'est pas une bonne chose. Mais si on veut véritablement que le système éducatif puisse se relever, si on veut qu'il y ait de la performance, véritablement, il faudrait qu'on reste beaucoup de choses. Déjà que l'enseignant ne fait pas que enseigner aujourd'hui. La plupart, excusez-moi de le dire, la plupart des parents ont préoccupés par les réalités de la vie, ont démissionné. Le rôle d'éducation qu'ils devraient assumer dans la vie de leurs enfants, ils ne le font plus. Et donc l'enseignant, en plus d'être dispensateur du savoir, devient d'abord éducateur. Et c'est avec beaucoup de regrets que parfois on voit certains parents d'élèves. J'ai entendu le président du bureau d'APE national dire que les aspirants sont des gardiens d'enfants. Quand on a le mépris, il y a des gens dans les mains de qui vous confiez l'avenir de vos enfants. Vous n'êtes jamais là. Elle dit que les enfants sont plus au contact de leurs enseignants que vous, les parents. Et quand vous venez sur des plateaux et sans mesurer l'indécence de tels propos, traiter des enseignants qui, au milieu de la nuit, travaillent pour vous. Aujourd'hui, vous voyez les résultats. Tout le monde jubile dans la République, les parents les premiers. Mais ils oublient tout le sacrifice que les enseignants ont fait. Parfois même, ça va au-delà des notions. Parce qu'il faut appeler des enfants, il faut les conscientiser. Il faut parfois acheter à manger à certains. Vous ne dites pas ça. Aujourd'hui, avec les cantines, vous ne sortez plus de sous de vos poches. Non, mais au secondaire, il n'y a pas de cantine. Ah oui, c'est au secondaire que ça se passe. Au secondaire, c'est au secondaire que ça se passe. Donc parfois, quand vous savez que l'apprenant est bon dans votre matière, que sur une semaine, vous le sentez totalement distrait, il n'est pas là, vous l'appelez, vous lui posez des questions, vous sentez qu'il y a des problèmes basiques qui l'empêchent de réussir. Et là, parfois, spontanément, quelques parents, vous haïssez. Donc, il y a besoin aujourd'hui... On continue de faire ça là. Forcément. Et il y a besoin aujourd'hui que nos décideurs puissent se dire, quelle que soit la réforme qui sera implémentée dans le système éducatif, ça ne peut qu'être fait avec les enseignants. C'est important. Ok. Alors, en tout cas, les autorités, si c'est pour dire que les réformes ne peuvent porter de fruits qu'avec les enseignants,
Les autorités l'ont plusieurs fois clamé. Peut-être qu'il y a des actes qui n'accompagnent pas. On va apprécier. Oui, M. Tomara. Peut-on dire que les aspirants ont été rattrapés par les problèmes de tous les jours? Parce que quand je l'écoute, ça ne semble pas si nouveau que ça. Non, l'enseignement, les problèmes sont énormes. Ce n'est pas les aspirants Les aspirants ne constituent même pas un problème. Ils sont venus... Non, ne nous dites surtout pas que la notion d'enseignant contractuel, vacataire, autres n'avait pas de problème. Parce que vous dites les enseignants ne constituent pas le problème. Les aspirants ne constituent pas un problème au système éducatif. Et les problèmes du système éducatif sont là. Et comme ils ont décidé d'enseigner, ils viennent, ils rencontrent les problèmes. C'est cela. C'est comme ça. Lorsque vous décidez de devenir médecin, vous rentrez dans le corps, vous allez voir les problèmes du corps. Et c'est comme ça. Quand on criait pour tout le monde, nous ne sommes pas les seuls enfants de la République. Mais le traitement qu'on leur fait, ce que je prends, c'est un peu plus relevé que ce qu'il prend. Donc, je ne peux même pas rester dans ces conditions. Je ne peux pas. Je préfère aller vaquer avec mes 30 heures là dans le privé. Et je vais gagner plus que ce que l'État me donne. Parce que l'État fait aussi 9 mois. Dans le privé, je vais économiser. Et ceux-là, pendant les vacances, ils souffrent. Parce qu'on ne peut pas leur dire que c'est 95 000, 100 000 là qu'il faut économiser. Donc, c'est un problème véritable. Mais ce n'est pas ça qui est mon gros souci, parce qu'ils ont fait une prestation, ils ont pris le salaire. Oui. On leur a dit que c'est 9 mois. Ils ont accepté, ils ont commencé. Bon, on peut continuer par améliorer. OK. Le gros problème, c'est à quel niveau alors? Non, c'est ce qu'ils offrent, c'est leur prestation pour le système éducatif, pour rendre le système compétent, c'est-à-dire pour rendre le système meilleur, pour que l'école ne chute pas. Mais les problèmes de l'école sont énormes. Eux, les aspirants ne constituent même pas un problème pour le système. Il suffit de remédier à un certain nombre d'éléments chez eux et c'est fini. C'est-à-dire qu'on les prend comme des enseignants à part entière. Je ne sais pas, on ne leur reproche rien. Ils gardent les mêmes classes que nous. Ils ont les mêmes compétences que nous. Ça, il faut l'avouer. Mais le problème, c'est-à-dire dans sa conception, lorsqu'on a conçu, je ne sais pas, le modèle, le nom aspirant au métier de l'enseignement, je ne sais pas si c'est le chef de l'État même qui l'a voulu comme ça ou bien on ne lui a pas dit toutes les vérités autour. Ils ont fait un test pour dire qu'il faut aller chercher. Pour moi, ce n'était même pas nécessaire. Mais lorsqu'ils ont dit que c'est nécessaire de faire le test, parce que un point sur le terrain peut recenser déjà beaucoup de bons enseignants, et que le reste, là, on va voir comment trouver pour combler. Mais lorsque vous faites un test et que les résultats du test sont là, il a commencé par dire quelque chose dès le début, pour dire, bon, ils ont commencé par travailler la première année, la deuxième année, à quelques jours de la rentrée, d'autres ne sont plus compétents. C'est normal. L'État ne pouvait pas dire au début qu'ils ne sont pas compétents et qu'il les envoyait dans les salles. C'est un problème de communication. Ah bon? Oui, on ne pouvait pas dire ça. Que, bon, mais... on avait besoin d'un nombre, le seuil n'était pas atteint chez tout le monde, mais les élèves ne pouvaient pas rester sans enseignant. Et j'ai dit, ils devaient continuer la même chose pour pallier un peu aux difficultés, c'est-à-dire de seuil de compétences à atteindre. Mais l'État n'a pas fait ça, ils ont fait une décision brusque. Et pourquoi ceux qui gèrent la chose, je me demande même les salaires qu'on leur donne là, c'est dangereux, ils doivent nous retourner ça, ils doivent retourner ça à l'État. Parce qu'ils gagnent ces salaires-là, et puis ils rendent encore le système plus malade. Leurs actions ne règlent pas les problèmes du système. Donc, ces enseignants, la base de données est là. D'autres ont la compétence et ont atteint le seuil, mais ceux-là n'ont pas été redéployés. Vous avez la base avec vous? Sur quelle base êtes-vous en train de tenir ces propos? Ce que je vous dis, c'est réel. Ils ont affiché avec les moyennes. Quelqu'un qui a fait mathématiques, une licence en mathématiques pures, qui a obtenu 15 de moyenne. Ou bien ils ont menti sur la moyenne aussi. Affiché, il a 15 de moyenne. Et on commence la rentrée, vous ne le redéployez pas. Et on a un problème de procès de mathématiques. C'est inadmissible. L'autorité informée? Ce n'est pas eux qui ont la base. Ils vont maintenant dedans, ils vont chercher maintenant les gens par affinité. Vous ne savez pas s'il y a eu une erreur pendant l'affichage? Il ne peut pas avoir une erreur. S'il y a une erreur, ils n'ont qu'à venir recorriger l'affichage. Des gens qui ont fait sciences de vie et de la terre, ce qu'on appelait anciennement biologie, et ceux qui enseignent en SVT.
qui ont fait l'école normale, à l'affichage qui ont 13 de moyenne, et ne sont pas redéployés, mais nous sommes là, on attend professeur de SVT, parce que toutes les classes ne sont pas encore fournies. Et je ne sais pas ceux qu'on nous envoie après, ils disent que c'est ceux qui ont atteint le seuil, ça. C'est ceux qui sont bons qu'on a envoyés. Maintenant, ils regardent dans la base et ils envoient d'autres après. La question demeure, ces retours ont-ils été faits à l'autorité, vu qu'on se prépare pour une nouvelle rentrée? Ceux-là, retour, comment est-ce qu'ils ont besoin de retour? Ils savent les problèmes, non? Bon, je vais vous dire ceci par exemple, et vous allez attendre jusqu'à la rentrée et les mêmes problèmes vont commencer. Allez-y. Ils ont généralisé que, et c'est le ministre Kako Maounion, en son temps que l'arrêté était pris, ils ont généralisé qu'il n'y aura plus de troisième ni de classe les classes de troisième et quatrième littéraire scientifique. Tout le monde fait sciences physiques. Nous avons appliqué cette année en quatrième. Ça veut dire que nous n'avons pas eu de quatrième littéraire. Nous avons eu des classes de quatrième. Vous faites les langues et vous faites les sciences physiques aussi. L'année prochaine, en troisième, ça veut dire que le système sera généralisé en troisième. Oui. Ça veut dire que nous aurons des troisièmes seulement. Il n'y aura plus littéraire scientifique. Oui. Nous aurons besoin de professeurs de PCT. Parce que ceux qui étaient littéraires ne faisaient pas PCT. Et nos professeurs qui étaient là ne suffisaient pas. Donc, conséquence, nous aurons besoin de beaucoup de professeurs de PCT. Vous allez attendre, la rentrée va commencer et c'est là, maintenant, ils vont commencer par faire le point. Ces enfants vont perdre pratiquement un mois sans faire le cours. Comme ce que nous avons connu cette année, c'est en décembre, en janvier, nous avons encore affecté de professeurs de PCT. Dans mon CEG, à Filleignon, c'est sur la route de Togben là-bas. Donc, c'est non loin même de la présidence. À cette distance de la présidence, si c'est en janvier, on envoie un professeur de PCT pour venir combler. Vous voyez ceux qui sont loin là, ceux qui vivent. Et c'est ce système-là. C'est pas la présidence qui envoie les enseignants. Bon, mais il y a un système. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a un système d'investigation à la présidence, un bureau d'investigation qui gérait ce dossier-là. Et notre actuel ministre a quitté ce bureau-là pour être ministre. Ça veut dire quoi? C'est un dossier connu par la présidence. Ça veut dire que ce n'est pas les ministres sectoriels seulement qui gèrent. N'est-ce pas pour combler ces gaps qu'on a envoyé justement? Parce que c'est lui qui siège désormais. Non, je comprends qu'il a aussi beaucoup de choses qu'on doit lui dire avant la rentrée. Déjà là? Non, il y a beaucoup de choses qu'on doit lui dire peut-être avant la rentrée. Je constate déjà ça. Parce que, bon, actuellement, il est en vacances. Oui. Il va revenir. Alors, à cette période de la rentrée, lui ne devrait pas être en vacances. Ah bon, vous croyez? Je suis sincère. Parce que, déjà, quand vous regardez, les centrales ont publié chaque fois un rapport de rencontre avec le ministre. Oui. Dans notre ministère, seul, il a eu tout au moins 2 centrales. La CSA de Amoussou Anselme et la COSI de Noël Chadari. Au moins les 2 centrales là sont allées. La COSI tout au moins allait rencontrer le ministre en charge de l'enseignement secondaire 2 fois. Et si vous regardez dans les rapports, les points à l'ordre du jour, c'est toujours les mêmes points qui sont inscrits. La CSA aussi est partie. C'est pratiquement les mêmes points qui sont inscrits. Maintenant, vous estimez que ça n'évolue pas? Si ça évolue, est-ce qu'on va inscrire les mêmes points? Est-ce que les mêmes problèmes seront récurrents? Les gens seront en train de partir là-bas. Toi, les autorités le disent, il faut finir avec ces problèmes qui reviennent régulièrement. Oui, vous me permettez, parce que c'est aussi l'occasion de relever d'autres dysfonctionnements du programme d'aspirant rapidement. Quand vous le dites ainsi, c'est que vous validez ce qui a été exposé comme fait, c'est cela? Évidemment. Le problème autour donc, de la nébuleuse base de données est connu de tous. Malheureusement... Même du ministre actuel? C'est oui, certainement, parce qu'il fait partie donc, de l'unité présidentielle de suivi, UPS, donc c'est justement ce que disait l'aîné. Il connaît les problèmes Donc vous le dites sur cette base-là, mais pas de démarche particulière à son endroit, pas encore. Déjà... Vous ne pensez pas que ce soit utile de le faire? Déjà, je crois que quand on est... C'est vrai que le ministre a affiché une certaine volonté, disposition à collaborer, contrairement à l'ancien ministre que nous avons eu, qui en quasiment tout le temps qu'il a fait, difficilement nous l'avons vu une seule fois. Et ce n'est pas les demandes d'audience qui ont manqué. N'est-ce pas parce qu'il n'est plus là aujourd'hui comme ses propos? Pas du tout. Et vous savez, quand on parle des aspirants, ça fait quasiment aujourd'hui au Bénin près de 70% du personnel enseignant. 70%? Oui, quasiment. Vous dire que ce qui se joue là est capital. Et on ne peut pas être autorité prenant des décisions dans ce système-là sans associer, même si c'est juste pour les écouter,
titre consultatif sans associer ces gens-là. On a l'impression que, voilà, on décide à la place de ce monde, tout ce monde-là, sans requérir forcément leur avis. Malheureusement, et c'est ce que nous vivons. J'espère que le nouveau ministre travaillera à ce que nous n'apprenions pas les décisions sur les réseaux sociaux. Parce que généralement, mais c'est la pratique finalement. A dit que c'est sur les réseaux sociaux que vous apprenez les décisions. Au même moment que les parents d'élèves. Justement, il suffisait simplement d'appeler les gens pour dire, voilà, il y a telle chose. Et à nous de leur dire, vous êtes à la décision, mais sur tel aspect, on peut améliorer. Ce n'est qu'un avis consultatif. Nous n'avons pas de décision à imposer à qui que ce soit. Revenons donc au problème véritablement. Vous savez, ça fait déjà pratiquement 2 mois, nous sommes à la maison et aucun aspirant, c'est-à-dire 70% du personnel enseignant au Bénin se retrouve sans salaire. Or, je vous le dis, ce n'est pas que c'est entre nous. C'est la base du contrat, non? Justement, on a signé un contrat de 9 mois. Oui. Mais quand vous avez des gens à qui vous payez ce salaire dérisoire, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une licence, je prends la plus petite marche de l'échelle, une licence, il est payé à 95 000 francs. À 95 000 francs. La licence. Le même État a sorti un programme d'insertion des jeunes et dispose que le bachelier qui est mis dans ce programme-là sera payé à 100 000 francs. C'est-à-dire que moi, enseignant, j'ai une licence, je forme un apprenant qui vient d'avoir le bac, il gagne plus que moi dans ce programme-là. Ah non, Donc il y a de ces choses-là, quand vous entendez ça, vous révolte. Et les gens, ils comprennent pas forcément ce que nous vivons. Ce n'est pas une quête forcément du matériel. Mais lorsque vous voulez du résultat, écoutez, le Bénin que Patrice Talon est en train de construire, les idéaux qui nourrissent pour ce pays-là, ne seront pérennisés que lorsqu'il y aura des gens, des hommes et des femmes prêts à changer de paradigme et qui forment les gens, qui les façonnent dans la société, si ce n'est pas l'enseignant. Donc, travaillons à faire en sorte que l'enseignant qui donne le savoir, qui indique le chemin de la vertu aux enfants, soit dans de meilleures conditions. Ce n'est pas qu'on demande à ce qu'on prenne l'argent de la République et qu'on distribue ça. Mais quand vous payez 95 000 à quelqu'un qui sort de 3 mois de vacances sans salaire et qui doit reprendre, dans quel état psychologique doit-il être? Est-il motivé pour travailler? Est-ce qu'il a les ressources psychologiques nécessaires pour démarrer le travail? Encore que, en début de chaque année, il y a ce qu'on appelle les primes de rentrée. Oui. Ces primes-là, normalement, sont des primes liées à la fonction et non liées à la carrière. Oui. Et puisque nous sommes tous enseignants, normalement, on ne devrait pas compartimenter des enseignants, c'est-à-dire des enseignants de seconde zone qui n'ont pas droit. Or, nous allons dans les mêmes salles de classe. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est compartimenté? Mais justement parce que les ACE, les PMONO ont les primes de rentrée. L'enseignant qui vient de sortir de 3 mois de vacances sans salaire reprend sans prime de rentrée. Ah bon? Il faut qu'il s'habille. Vous savez, lorsque l'enseignant sort de chez lui, son enfant est malade, n'est pas capable de l'envoyer à l'hôpital. Il vient dans une salle de classe. Vous ne pouvez pas, il a beau avoir le plus gros diplôme du système, vous ne pouvez pas attendre de lui une performance quelconque. Parce qu'il n'a pas les moyens de s'occuper de son enfant malade. Lorsque son bailleur, son propriétaire vient lui demander des comptes et qu'il sort de cet état, dans cet état-là, il va dans la salle de classe. N'attendez pas de lui. Il a beau détenir le meilleur savoir du monde, ça va à dire qu'il y aura des problèmes. Mieux donc, à côté donc de ces émoluments précaires, il y a que nous ne bénéficions pas des primes de rentrée. Il y a aussi que on a le sentiment que 70% du personnel enseignant au Bénin fait objet d'un certain mépris. Vous avez le sentiment que l'enseignant fait objet de mépris. Je vous parlais d'un parent d'élève, c'est-à-dire président du bureau des parents d'élèves du Bénin, qui a tenu ce propos-là. Oui. En tant que représentant de tous les parents d'élèves, qui dit que 70% des enseignants du Bénin sont des gardiens d'enfants. Mieux, vous avez un inspecteur qui, parlant des enseignants aspirants, dit on ne peut pas choisir n'importe qui pour être animateur d'établissement. Il désigne des enseignants, lui, spécialiste de l'enseignement, inspecteur de son état, qui désigne
des enseignants de la République comme n'importe qui. Et quand, par finir, le politique dit dans la place publique que, à l'issue des évaluations, que des enseignants ont obtenu comme moyenne 2, parfois 0, et que, alors qu'on les a soumis à des épreuves que leurs propres apprenants peuvent réussir brillamment, la réception que les parents, les enfants, parce que le message qui est lancé n'est pas seulement dans un appartement, c'est un message qui rentre dans l'opinion. Et les enfants, nos enfants, ceux que nous héritons dans nos salles de classe, entendent ces propos-là. Ils viennent dans nos salles de classe avec l'idée erronée dans l'esprit que les enseignants, cette catégorie d'enseignants qu'ils ont en face, ne sont pas compétents. Toute chose qui ne prédispose pas à une bonne ambiance. On vit tellement de choses à l'école, tellement de choses. Donc, il faudrait que l'État puisse, ne serait-ce que travailler à faire en sorte que nous nous sentons bien. Que nous nous sentions bien, ça veut dire qu'il faut travailler à rehausser les émoluments qu'on nous paie. Il faut travailler à étendre le contrat. Nom de Dieu, on ne dira pas que cette république-là, au service de laquelle nous sommes, n'est pas capable. Quand on prend des milliards pour financer des partis politiques, comparaison n'est pas raison. Mais quand on a des enseignants qui sont au service dans les mains de qui on confie l'avenir, devenir des enfants de la nation, ce que cette République n'est pas capable, quand elle nous a payé 9 mois de salaire, qu'elle n'est pas capable de nous payer les 3 mois pour que nous puissions un contrat de 12 mois sur 12. Je sais que quand il y a la volonté, ça peut se régler. Elles sont à l'écoute, les autorités. Oui, la valorisation du corps enseignant, la question de mépris. Pour ce que nous avons suivi récemment avec les réformes, on a ouï dire que tout ça, c'est du passé. C'est plus d'efforts qu'on demande ou vraiment qu'on revoit le rapport. C'est ce qui se fait et ce qui se dit au Bénin des enseignants, c'est dangereux. Ce qui se fait et ce qui se dit des enseignants, c'est dangereux. Et encore que c'est les premières autorités qui le disent, c'est dangereux. Il a relevé certains pans. Ça leur plaisait. C'était en campagne électorale que le président de la République le disait. Eux, ils le relayaient. Ils relayaient parce que le président parlait bien. C'est dangereux. C'est dit, le président de la République ne peut jamais tenir de tels propos. Nous n'avons pas changé ces enseignants. Le bac a donné 60%. Et ces enseignants ne sont pas changés. Mais pour le président de la République, il faut nous jeter. Ce qui m'a surpris, s'il veut même construire une autre façon de voir l'enseignement, on ne peut pas détruire l'existant. Au lycée ou dans les lycées, ils n'ont pas fait un test avant de retenir les aspirants. Les lycées, ils n'enseignent pas là-bas, ne donnent-ils pas de bons résultats? Moi, je ne sais même pas ceux qui les conseillent. Je ne sais pas. Jusqu'à nos ministres, le ministre au moins sont des sachants du domaine. Il devait expliquer au chef, parce que lui n'est pas enseignant. Il devait lui expliquer, il devait comprendre. Mais si ils ont pu mettre ça dans la tête du chef de l'État, que ceux qui enseignent là sont mauvais, et qu'il faut fermer le système général, je tombe des nuits. Ils n'ont qu'à fermer. Ils n'ont qu'à transformer toutes les écoles en lycées. Ils seront tout à l'heure pris encore au pied pour constater que le système général est très important. Et c'est le système général qui forme les gens du technique. Pour aller enseigner dans le technique, il faut que tu sois d'abord formé dans le système général. C'est des choses de complémentaires. Aucune nation n'a jeté l'enseignement général. Encore ce qu'ils sont en train de dire, le danger. Vous allez voir, les parents l'année passée ont voulu inscrire des enfants dans les lycées, mais n'ont pas trouvé de place. Et sont obligés de se retourner vers le système général de l'enseignement général. Cette année encore, ils ont construit combien de lycées pour recevoir combien de personnes? Il y a combien d'enseignants du technique qui peuvent enseigner même si des lycées existent? Et c'est ça là qu'ils travaillent de jour en jour pour détruire. Ils n'ont qu'à détruire le système général, ça ne me dit rien. Ce qui est clair, monsieur Joël, ce qui est clair, si les possibilités existent, vous allez voir, les gens vont refuser d'enseigner dans ce pays. C'est parce que c'est la seule possibilité pour, si tu ne trouves pas d'emploi ailleurs. Pour avec les efforts qui se font aujourd'hui, vous voyez des gens quitter le secteur éducatif. L'effort se fait en quoi? Dans le système là, dans les réformes là, donnez un seul exemple d'effort qui se fait. Vous avez tout à l'heure salué ce qui à certains égards, vous avez salué un peu. J'ai dit, c'est pas salué, j'ai dit que fidéliser les aspirants
ou cette catégorie d'enseignants que c'était déjà bon pour le système. Alors, mais ça ne veut pas dire qu'en les fidélisant, oui, qu'il faut aller dire à la place du monde qu'ils ont eu 2 de moyenne et que c'est eux qu'on envoie dans les salles enseigner. On doit faire attention au type de communication. Alors, le temps va très vite sur des sujets aussi sérieux. Oui. On reviendra là-dessus avec votre permission. Mais alors, à quelques mois de cette rentrée, pour ne pas dire quelques semaines, si vous avez quelques suggestions à faire, quelles sont-elles ? Tout de suite, je vais commencer par dire au nouveau ministre de comprendre que la rentrée prochaine, toutes les classes de 3e auront des professeurs de PCT. Ce n'est plus les 3e scientifiques seuls. Donc, on aura besoin de professeurs de PCT. Donc, il doit commencer par regarder déjà dans sa base. Okay. De regarder dans la base et de redéployer ceux qui ont les bonnes moyennes au lieu qu'ils restent au cabinet et font du copinage et rendent des services peut-être politiques à leurs amis qui ont des gens à pouvoir positionner. Autre chose ? De passer une communication en conseil des ministres et demander au chef de l'État de leur payer 12 mois sur 12 en attendant qu'on rehausse le montant. Et je vais lui demander ensuite dans une deuxième communication, même s'ils n'ont pas les moyens de leur payer les primes que nous percevons parce qu'ils ont fait le même travail que nous, même s'ils n'ont pas, et nous avons passé les mêmes mois de vacances qu'eux, même s'ils n'ont pas ces moyens-là, qui leur payent tout au moins les 25 000 francs de la journée pédagogique, c'est-à-dire le jour là on vient animer, sur un thème donné, c'est 25 000, qu'on leur paye au moins cette 25 000 là, tout en entendant que c'est un début. C'est pas fini, j'ai lu son arrêté sur les heures supplémentaires, oui. J'ai ri fatigué. L'arrêté du ministre, vous avez fait rire? Oui, j'ai ri fatigué. J'ai dit, mais qui sont ceux qui ont encore le conseiller à faire ça? Le problème que posent les heures supplémentaires, le ministre, je lui demande simplement de dire que si vous faites 3 heures, que les 3 heures soient comptabilisées. Qu'on n'aille pas regarder pour dire tel jour est chômé, l'État dit que c'est chômé payé, donc vous n'avez pas effectué des heures supplémentaires. Quand il le fait comme ça, les gens ne prendront pas. Et c'est les administratifs qui courent le plus vers les heures supplémentaires parce que chez eux, lorsqu'ils font 3 heures, c'est compter 3 heures parce qu'on suppose qu'ils sont déjà dans le collège. Je lui conseille vivement de revoir parce que je n'ai pas le temps de lui dire ce qu'il faut revoir exactement dedans, mais je crois j'ai un projet de lui envoyer une demande d'audience. Okay. Pour lui parler du retour en formation des ASSE 2008. Merci pour cette contribution. On reviendra, pourquoi pas, sur la question, elle est importante, oui. Monsieur Gadiou? Oui, merci. S'il y a des choses à améliorer pour cette rentrée, il faut déjà que le quota horaire soit revu à la baisse, que nous repassions sous la barre donc des 20h, 22h. Comme l'arrêté là, le stipule. Cela permettra à ce que nos collègues laissés en rade puissent être redéployés. C'est important parce que nous ne représentons pas seulement ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ont été laissés sur le carreau, nous portons également leur voix. Et si il m'était donné, moi, d'être en face du président de la République en cet instant précis, allez-y, considérez que c'est fait. Je lui dirais de se souvenir de la promesse qu'il a faite à la nation de faire du métier d'enseignant une profession enviée et respectée. De se rappeler surtout des circonstances dans lesquelles, exceptionnelles d'ailleurs, je veux dire, dans lesquelles il lui a été donné la grâce d'être nommé à la tête de ce pays-là. Et ces circonstances doivent lui commander d'agir en la faveur donc, de ces quasiment presque 20 000 jeunes qui travaillent depuis des années pour maintenir l'école béninoise debout. Et enfin, je lui dirais que si quelque chose doit bouger pour les enseignants que nous sommes, ce n'est ni un syndicat, ce n'est ni un ministre, ce n'est ni les tractations interminables qui changeront quelque chose. La balle est de son camp et il n'aura pas d'excuses pour ne pas agir afin de rentrer dans l'histoire. Merci à vous, Monsieur Gadiou. Merci également à vous, Monsieur Tomawa. Ce fut un plaisir, chers téléspectateurs. Vous voyez, une petite ouverture sur le système éducatif béninois, indispensable si on veut un pays prospère, développé. Ce sera tout. On vous promet, avant la rentrée, on reviendra sur d'autres questions touchant ce secteur vital. Pour le numéro du jour, donc, ça va être tout en fausse compagnie sur cette citation de Chamfort. La considération, dit-il, vaut mieux que la renommée. Et l'honneur vaut encore mieux
que la gloire. Bonne méditation chez vous et à très bientôt. If they want